Assalamu alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer de corriger les exercices de la série numéro 1 concernant le cours sur le champ magnétique. Alors aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 1, tandis que le corriger des autres exercices sera partagé avec vous à partir de demain. Donc essayez de travailler sur les exercices 2, 3, 4 et 5 avant de consulter le corrigé. Passons directement pour lire l'énoncé de l'exercice numéro 1. On superpose, ça veut dire on additionne deux champs magnétiques créés par deux aimants, 1 et 2, donc ce sont deux aimants droits, qui vont créer des champs magnétiques au point M. On considère que les deux champs, B1 et B2, sont perpendiculaires entre eux et que leurs intensités sont respectivement 3 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla pour B1 et 4 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla pour B2. Première question, déterminer la polarité de chaque aimant. Deuxième question, désigner le champ magnétique B équivalent à donc la superposition des deux vecteurs champ magnétique B1 et B2 en M. Et dernière question, calculer l'intensité du champ magnétique B ainsi que l'angle entre B et B1, donc entre le champ résultant et le vecteur champ B1. Passons directement pour répondre à la première question, donc la polarité, on va déterminer la polarité des aimants 1 et 2. Et commençons par l'aimant numéro 1, ça veut dire celui-là. Alors, on sait qu'un aimant exerce une action à distance sur un autre aimant. Ici, donc, on cherche les pôles de chaque aimant séparément. Lorsque je cherche les pôles de l'aimant 1, je vais négliger l'existence de l'aimant 2. Et de la même façon, lorsque je cherche les pôles de l'aimant 2, je vais négliger l'existence de l'aimant 1. Alors, pour déterminer les pôles de l'aimant 1, on va utiliser ce schéma. Et puisque nous avons déjà le sens et donc la représentation des vecteurs champs magnétiques, donc on va utiliser une aiguille aimantée, comme nous l'avons vu dans le cours. Donc on place une aiguille aimantée au point M, dont le centre est confondu avec le point M. Et la direction, bien sûr, la direction de l'aiguille, c'est celle de l'axe de l'aimant 1. Donc c'est l'axe vertical que vous voyez ici. Et on sait que le sens de B1, donc le champ magnétique B1, le sens est orienté du pôle sud vers le pôle nord. Et donc, à partir de ceci, on peut déterminer les pôles de l'aiguille aimantée. Donc, le pôle nord de l'aiguille aimantée, il indique le sens de B1. Donc, ici, nous avons le pôle nord. Ici, nous avons le pôle sud. D'accord? Donc, vous voyez, un schéma qui est propre. Et on sait aussi que deux pôles différents, donc ils s'attirent, tandis que deux pôles identiques, ils se repoussent. Et par conséquent, le pôle ici, donc de l'aimant, c'est un pôle sud, d'accord? Il y aura une attraction avec le pôle nord de l'aiguille aimantée. Et donc, par défaut, ici, ça doit être le pôle nord, d'accord? Donc, voici les pôles de l'aimant 1. Donc, par convention, on utilise la couleur rouge pour le pôle nord et la couleur bleue pour le pôle sud. Passons maintenant pour déterminer les pôles de l'aimant 2. Donc, de la même façon, on place une aiguille aimantée au point M, dont le centre est confondu avec le point M, mais cette fois-ci, bien sûr, la direction de l'aiguille est celle de l'axe horizontal, donc de l'axe de l'aiguille, de l'aimant 2, qui est donc ici l'axe horizontal. On sait bien sûr que le sens de B2 ici, c'est du pôle sud vers le pôle nord, d'accord? Et donc ici, nous avons le pôle sud, ici, nous avons le pôle nord. Ça veut dire que pour l'aimant, ici, ça doit être le pôle nord, pour qu'il y ait une attraction. Ici, donc, ça doit être un pôle sud. Donc, voici la réponse à la première question de cet exercice. Donc, à la fin donc, de la série, ça veut dire lorsqu'on va terminer la correction de toute la série, je vais donc ajouter les phrases que je viens donc de dire dans la correction. Ça veut dire que les commentaires que je suis en train de dire, je vais les ajouter dans la correction de cet exercice. D'accord? Comme ça, donc, vous pouvez les utiliser pour expliquer à quelqu'un d'autre. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Désigner le champ magnétique P équivalent à B1 et B2 en M. Donc, ça veut dire le vecteur champ magnétique résultant, d'accord, qui est la superposition des vecteurs champ magnétique B1 et le vecteur champ magnétique B2. Donc, c'est une question simple. On peut
utiliser la règle du parallélogramme pour déterminer la superposition des vecteurs B1 et B2. Ça veut dire pour déterminer le vecteur champ résultant B. Donc, c'est quoi cette règle du parallélogramme? Donc, on va effectuer successivement les translations des vecteurs B1 et B2, donc de sorte à former un parallélogramme comme vous le voyez ici. Et donc, le vecteur champ résultant B, c'est tout simplement la diagonale, d'accord? La diagonale de ce parallélogramme dont l'origine est confondue avec l'origine des vecteurs B1 et B2. Donc voici le vecteur champ résultant B. D'accord? Passons à la question suivante, la question numéro 3. Alors, calculer l'intensité du champ B, ça veut dire la valeur du champ résultant B, ainsi que l'angle entre le vecteur B et le vecteur B1. Alors, donc, vous voyez ici que nous avons un parallélogramme, et donc ici nous avons un angle droit, ici un angle droit, donc ici nous avons deux triangles qui sont rectangles. D'accord? Donc soit j'utilise celui-là, ou bien l'autre triangle, en utilisant donc, le théorème de Pythagore pour extraire la valeur de ce champ-là, le champ résultant B. Donc le théorème de Pythagore nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est donc ici B, donc B carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, si je prends ce triangle-là, donc ça doit être B2 carré, plus donc cette distance-là qui est exactement B1, d'accord? C'est B1 carré. Donc, si j'utilise l'autre triangle, celui-là, donc ça doit être B carré, donc le carré de l'hypoténuse, le carré donc de la longueur de l'hypoténuse est égal donc à B1 carré, plus donc cette distance-là qui est tout simplement B2, d'accord? Donc c'est B2 carré. Donc je peux utiliser l'un des deux triangles rectangles que nous avons ici. Alors, donc ce qu'on cherche c'est B, donc on va faire entrer la racine carrée pour trouver la valeur de B, qui est la racine carrée de B1 carré plus B2 carré. Nous avons déjà les valeurs de B1 et B2 dans les données de l'exercice. Donc pour B1, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Pour B2, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Donc on va faire l'application numérique. Nous avons B est égal donc 3 fois 10 à la puissance moins 3 au carré, plus donc 4 fois 10 à la puissance moins 3 au carré. Et on trouve finalement la valeur de B qui est 5 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Donc qui est bien sûr 5 millitesla. Donc si vous voulez se débarrasser de ce 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc je vais laisser l'unité du champ magnétique qui est le Tesla. Alors ce qui reste maintenant, c'est de déterminer l'angle entre B et B1. D'accord? Donc je vais appeler cet angle-là l'angle alpha. Et puisque nous avons la valeur de B1, nous avons la valeur de B2, et nous avons aussi maintenant la valeur de B, donc il est facile de déterminer l'angle alpha en utilisant les relations trigonométriques. Donc ici, soit on utilise le cosinus, soit le sinus. C'est la même chose. Donc je vais commencer par le cosinus. Le cosinus de alpha, donc c'est l'angle, c'est le côté adjacent, qui est donc B1, divisé par l'hypoténuse, qui est donc la valeur de ce vecteur-là, qui est B. Et donc, ce qu'on cherche, c'est alpha. Donc, alpha, c'est cosinus moins 1 de B1 sur B. On va faire tout simplement l'application numérique. Donc, B1, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3. B, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire 10 à la puissance moins 3. Donc, ils vont se simplifier. Et on trouve donc, c'est 3 divisé par 5. Donc, le cosinus moins 1 de 3 sur 5, c'est 53,13 degrés. Donc voici l'angle alpha entre B et B1. Donc de la même façon, si on utilise donc, le sinus, on trouve exactement la même valeur. Donc ce qui change, donc le sinus alpha, c'est le côté opposé, donc c'est cette distance-là qui est B2, divisé par l'hypoténuse qui est B. Et donc la valeur de B2, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3, donc on aura 4 sur 5, et sinus moins 1 de 4 sur 5, ça nous donne exactement la même valeur pour l'angle alpha, 53,13 degrés. Donc voilà, c'était la réponse à la dernière question de cet exercice, qui est donc un exercice de réchauffement, donc c'est juste l'application de ce que nous avons vu dans le cours. Comme j'ai dit, essayez de travailler les autres exercices avant de donc consulter la réponse que je vais partager avec vous à partir de demain. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.